toutes et tous, dernier temps, c'est pas forcément le plus simple, parce qu'il faut tenter de réduire le propos pour essayer de tenir le timing général, mais on va essayer de s'y atteler. L'objectif de ce temps-là, c'est effectivement revenir et vous présenter directement la feuille de route des savoirs fondamentaux, la feuille de route académique. Et au-delà de la diffusion que vous avez pu recevoir dans vos boîtes mail dernièrement, Madame la rectrice a souhaité que nous profitions de ce séminaire de rentrée pour en partager avec vous le sens, ses enjeux, mais aussi des perspectives de mise en œuvre. Et si je peux, voilà. Si on regarde déjà dès le titre, ça vous donne un peu la teneur de cette table ronde. Notre feuille de route des savoirs fondamentaux, elle est fondée scientifiquement sur les éléments de la recherche, notamment ceux que M. Tricot vous a exposés ce matin. Nous nous sommes même permis, pour illustrer notre feuille de route, de reprendre un de ses propos. Enseigner n'est ni un art ni une science, c'est bien une ingénierie, et une ingénierie collective dans un territoire contextualisé qui permet d'être efficace au service des apprentissages de tous les élèves. Alors, sans plus attendre, et peut-être en premier préambule, Sylvain, au-delà du TEDx que tu nous as présenté ce matin, est-ce que tu peux revenir sur les deux notions évoquées sur pratique efficace et pratique équitable, et en quoi ces dernières sont au service d'une certaine égalité des chances? Voilà, je suis moins doué que... Voilà, on va essayer d'expliquer comment on va s'accaparer en termes de formation, de réflexion académique, les propos théoriques ou les grandes modélisations scientifiques d'André Tricot. Donc, je rappelle qu'André elle a parlé de l'enjeu social. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde, c'est un monde de connaissances, et l'école a une importance fondamentale dans la construction de nos jeunes parce qu'elle les aide à conceptualiser le monde, ce qui est aujourd'hui absolument primordial. Donc le déterminisme, c'est un enjeu social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune de 17-18 ans et vous n'avez pas eu accès à cette conceptualisation du monde, vous êtes complètement perdu. Nous, on essaie de traduire ça en enjeu professionnel. C'est ce qu'on essaie de première diapo. C'est-à-dire que, en fait, si on soumet tous les élèves à des situations d'enseignement, si on ne fait pas attention au déterminisme, c'est-à-dire ce que l'élève importe dans la scène scolaire de ses modes de socialisation, de la construction de sa propre histoire, les confronter à des situations égales ne garantit pas l'égalité scolaire. C'est ce qu'on essaie de montrer. La situation d'enseignement est absolument nécessaire. Elle n'est pas suffisante pour certains élèves. C'est-à-dire que face au même parcours scolaire, on a des élèves qui réussissent, d'autres élèves qui ne réussissent pas. Alors, on peut changer. Donc, si on prend le modèle d'André Tricot, on peut en manier plusieurs modèles, mais on va prendre ce modèle-là. Donc, il explique que l'école, c'est le lieu des apprentissages non adaptatifs. C'est-à-dire qu'apprendre à l'école, c'est construire des modes opératoires spécifiques à l'apprentissage scolaire. Nous, ce qu'on mesure dans l'Académie de Grenoble, c'est que dès l'école maternelle, face aux mêmes situations d'enseignement, on a une partie de nos élèves qui, connectés à la situation d'enseignement, comprennent, leur cerveau du moins comprend, qu'il y a un certain type d'opération cognitive spécifique à faire. À partir du moment où ces élèves ont construit ces opérations, leur parcours scolaire ne pose plus aucun problème. C'est-à-dire que la situation d'enseignement les stimule. Par contre, le déterminisme scolaire joue vraiment, c'est que si on ne dit pas explicitement, si on ne montre pas, si on ne forme pas les enseignants à stimuler ces fonctions cognitives, les élèves qui n'ont pas dans leur environnement adaptatif les bonnes stimulations ne comprennent pas ou jamais quelles sont les bonnes opérations. C'est ce qu'André Tricot développait. Si nous, donc, on veut travailler avec les enseignants, il faut qu'on utilise ces modèles et qu'on forme les enseignants à la reconnaissance de ces parcours et d'arriver à situer si les élèves mettent ou pas en jeu ces opérations cognitives. Voilà, j'espère être clair. Donc là, on prend rapidement une image. C'est-à-dire que nous, quand on va dans les classes, on peut situer aujourd'hui assez rapidement qu'au lycée professionnel, en collège, on a des élèves qui n'ont aucun mode non adaptatif efficace dans la situation scolaire. Alors que l'enseignant est un très bon enseignant. C'est-à-dire que la conceptualisation de son enseignant, la façon qu'il a de présenter les élèves, permet dans la même classe à des élèves d'être hyper performants. Voilà. Et ça, c'est compliqué en formation. Vous me suivez ? Eh bien, ça marche. Alors, ce que ça peut donner, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'il va falloir conjuguer l'efficacité, c'est-à-dire la capacité qu'a un enseignant à produire un enseignement didactiquement juste,
explicite, structuré, sécurisant, travailler sur le climat de classe, etc. C'est tout ce qu'on a vu. Ça, c'est ce qui relève pour nous de l'efficacité professionnelle. Ça, il faut le garder. Mais il va falloir travailler avec l'équité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative à l'équité en termes pédagogiques si vous ne vous rapprochez pas des élèves. Il ne peut pas y avoir de situation d'équité scolaire si on est éloigné des feedbacks ou des régulations avec des groupes d'élèves. Ce qui veut dire que ça interroge automatiquement la forme scolaire. Donc ça nous interroge, nous, en termes de formation. C'est-à-dire qu'on voit bien les deux modèles. Il ne faut pas penser qu'il y a un modèle qui est efficace, l'autre qui ne l'est pas. C'est-à-dire que la classe, ça doit être une variation entre je donne et je structure l'accès à la connaissance et je vérifie avec des groupes d'élèves s'ils sont en capacité de comprendre, non pas d'une compréhension de l'utilité, il nous l'a bien expliqué ce matin, mais est-ce que leur cerveau a bien capté que c'est des modes opératoires particuliers à l'école. Et il faut faire attention parce que, je réinsiste là-dessus, c'est là où se joue le déterminisme. Il y a des familles, il y a des gens qui ont des modes de socialisation qui sont non adaptatives et d'autres qui sont adaptatives. C'est-à-dire qu'en fait, les familles modestes, il les a appelées comme ça, ils ont un rapport au monde adaptatif. On ne peut pas demander aux parents d'élèves de comprendre les enjeux cognitifs de l'école alors que nous, on n'est pas capable de leur expliquer. Tout en sachant que très souvent, nous, on a compris ça intuitivement et on le transmet à nos enfants de façon intuitive. Et c'est là où il faut jouer sur une forme de rénovée d'explication ou de rapport à l'élève et aux familles. Donc en fait, il faut travailler sur des formes scolaires qui sont un petit peu différentes. Voilà. Donc, ce que nous, on est capable de vous proposer en termes de process de formation et de retour d'expérience, c'est qu'on a interrogé, on est plus à 6000 élèves interrogés, de la petite section maternelle jusqu'au lycée professionnel, donc tout le parcours scolaire, et on a aujourd'hui une cartographie assez précise. On a vraiment pris le modèle d'André Tricot, avec un autre modèle, mais c'est à peu près celui-là, où on essaie d'interroger les élèves pour essayer de voir comment leur cerveau se situait sur les quatre grands processus attentionnels, métacognitifs, réflexifs et mémoriels. Non, j'ai dit motivation, attention, métacognition et mémoriel. Voilà. Et en fait, ce qu'on perçoit sur la ligne du bas, c'est la stabilité des élèves. Et ça, c'est vraiment un énorme problème. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui, à 17-18 ans, ont un rapport cognitif à la tâche encore adaptatif. Ce qui pose aussi des problèmes énormes aux enseignants, parce que les exigences didactiques montent. C'est-à-dire que vous mettez les élèves face à des épreuves didactiques pour lesquelles ils n'ont absolument plus les bonnes ressources. Et ça, c'est une impasse aussi pour la classe, parce que personne ne comprend plus personne. Donc, et on voit très très bien que les mêmes enseignants, c'est ça qu'il faut comprendre, les mêmes situations, les mêmes cours peuvent proposer un environnement extrêmement stimulant en termes de connaissances et en termes de mode opératoire cognitif. C'est ce qui nous a été expliqué ce matin. Et ça, c'est un enjeu pour nous, c'est de dire aux enseignants que, en fait, il ne faut pas tout changer. Il faut regarder un petit peu autrement. C'est-à-dire que quand je parle à mes élèves, je suis efficace. Si je veux être équitable, il faut que je parle avec les élèves. Donc il faut opérer une transformation, on a besoin de vous, sur comment la classe s'organise, comment on fait vivre le rythme d'apprentissage et comment on opère des transformations professionnelles autour de ces régulations. Merci beaucoup Sylvain. Et donc, le fond théorique est posé très clairement sur cette feuille de route des savoirs fondamentaux. Peut-être juste encore, avant d'introduire véritablement le sens, les enjeux et le contenu, peut-être une contextualisation. Quelle spécificité de notre académie nous amène à focaliser sur ces pratiques qui sont à la fois équitables et efficaces? On ne revient pas sur la définition qui a été posée par Sylvain. Comme Madame la rectrice vous l'a présenté l'année dernière lors du séminaire des cadres et explicité à nouveau ce matin, nous avons une académie où les élèves réussissent plutôt bien en termes de valeur absolue. Pour autant, derrière ces moyennes, on a de grandes disparités, même s'ils réussissent bien au premier comme au second degré, en fonction des territoires. Il y a effectivement des collèges, et c'est une chance, avec des IPS plutôt faibles et qui ont un taux de performance, notamment aux évaluations nationales, qui sont élevés. On le verra, on pourra prendre un exemple tout à l'heure. Tant mieux. Servons-nous de cela, valorisons ces pratiques, allons expertiser ce qu'ils font pour qu'effectivement ça marche dans leur contexte, pour l'essaimer et le porter ailleurs. Mais inversement, on a aussi des établissements avec des IPS assez élevés et pour lesquels les performances des élèves aux évaluations nationales ne sont pas au niveau attendu. Voilà. Donc, ça a été évoqué par Madame la rectrice l'année dernière sur des moyennes d'évaluation test 6e en français.
le constat en rentrée 2022 est identique, on constate ces mêmes éléments. Quelques illustrations là sur 2-3 diapos pour focaliser l'aspect contextuel de cette feuille de route des savoirs académiques fondamentaux. Vous avez un exemple ici de 2 départements de notre académie. Et vous avez donc sur l'évaluation 6e en maths, résolution de problèmes, le positionnement de ce département. Vous avez les IPS ici et le taux de maîtrise, environ 55%. Et un autre département de notre académie, même IPS moyen, un taux de maîtrise sous les 50%. D'accord ? Donc on voit bien qu'avec un même taux d'IPS, à l'échelle d'un département, on peut avoir, on a pris cet item-là, mais on pourrait le coupler sur d'autres items, des résultats en termes de performance différents de façon assez importante. La question, c'est de se poser la question de pourquoi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique de telles différences ? Alors, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, vous avez là les mêmes départements, mais cette fois-ci, la ventilation, la dispersion des collèges de ces départements sur les IPS, bien sûr, et puis les taux de maîtrise de ce même item. Les autres points gris sont bien sûr les autres collèges nationaux, les points orange étant les points de collège de ce département. Idem pour l'autre département. Tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est la différence de dispersion. On voit là une certaine homogénéité des performances des collèges de ce département sur cet item. Nous avons que 8 collèges qui sortent de ce nuage homogène et peu de collèges, somme toute, qui sont en dessous de cette droite de régression qui correspond statistiquement à des résultats attendus au regard des IPS constatés dans l'établissement. A l'inverse, quand on regarde ce département, on voit bien que ça prend tout l'empan de la dispersion des autres collèges nationaux et on a beaucoup plus de collèges de ce département qui sont sous cette droite de régression. Si on vient focaliser maintenant sur un IPS moyen, on va dire à 100, dans un département, on voit qu'ils sont pratiquement tous sauf un au-dessus de la droite de régression. Ici, quelques-uns au-dessus et majoritairement en dessous, avec un établissement qui sous-performe, si j'ose dire, au regard de ces éléments. Donc, au-delà de ce constat, je dirais, technique et chiffré, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelle efficacité des pratiques dans ces établissements, par exemple, ou dans celui-là, et qu'est-ce qui se passe dans celui-là pour qu'on en arrive là. Et au-delà de l'efficacité, quelle équité? Parce que ce qui pose aussi un problème, et ça a été évoqué en termes de spécificité académique, c'est que dans chacune de nos classes, y compris dans des établissements où les IPS sont forts, nous avons des élèves qui relèvent de CSP ou qui pourraient être plutôt scolarisés en éducation prioritaire et donc qui n'ont pas malheureusement les accompagnements possibles que l'on peut mettre en place en REP et REP+. Pour finir cette contextualisation, un petit zoom sur un établissement anonymé qui est hors éducation prioritaire sur cette fois-ci les résultats des taux de maîtrise en français à la rentrée 2022. Vous avez les résultats en première ligne ici de cet établissement. Et ils sont classés par groupe, vous les connaissez par cœur. Le groupe 1, c'est le groupe le plus faible avec des scores inférieurs à 200, le 6 supérieur à 300. On voit qu'ils atteignent des scores de niveau de maîtrise, 23% de ces élèves relèvent du groupe 1 en français. C'est non seulement évidemment inférieur au score académique, enfin supérieur au score académique puisque c'est le groupe le plus faible, mais surtout supérieur à l'éducation prioritaire. Et on le voit encore mieux ici, vous voyez bien la dispersion des élèves dans les groupes, beaucoup plus d'élèves dans les groupes plutôt en performance faible et beaucoup moins d'élèves dans les groupes à performance élevée par rapport à l'éducation prioritaire. Donc on a bien des établissements qui ne relèvent pas l'éducation prioritaire et pourtant avec des performances qui sont en deçà de ces établissements. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont des élèves qui ont construit au fil de leur parcours scolaire un rapport au savoir qui est peu propice aux apprentissages, une image de soi détériorée, notamment dans la croyance dans leur capacité à réussir, c'est ce que disait ce matin André. Quel travail mis en place dans le cadre du cycle 3 ? Là aussi, on l'évoquait ce matin, ça relève de notre pilotage interdegré à travers les conseils école-collège. Quelle pratique pédagogique dans la classe ? Efficace, équitable, ça relève de notre accompagnement d'inspecteurs premier comme second degré. Et l'idée, c'est comment collectivement nous pouvons relever ce défi à la fois pour les élèves et pour les enseignants. On l'a vu ce matin, on a des réponses qui existent. Nous en avons identifié des pistes, de nouvelles formes scolaires, de nouveaux formats d'enseignement qui sont efficaces et équitables. Charge à nous collectivement de les diffuser à large échelle pour que notre école réponde encore mieux aux aspirations des élèves.
Notre spécificité académique fait que des élèves fragiles se trouvent davantage qu'ailleurs mélangés dans d'autres publics scolaires. L'égalité de chance doit nous mobiliser tous dans tous les territoires. Le principe de déploiement qu'on vous propose à travers cette feuille de route combat deux idées reçues. La première, c'est que l'égalité des chances ne néglige pas les élèves qui réussissent le mieux. On peut le prouver. Les enseignants qui accompagnent les élèves les plus vulnérables sont aussi ceux qui stimulent le plus les élèves en réussite. Donc il n'y a pas de nivellement par le bas, bien au contraire, quand on s'occupe bien des élèves qui sont le plus en difficulté, on s'occupe bien des élèves qui sont en réussite. Deuxième idée reçue à combattre, c'est que le principe d'égalité des chances ne se limite pas à un zonage géographique. Il n'y a pas de territoire concerné et d'autres qui seraient exempts de ce travail. Dans chaque classe se pose la question de l'accès équitable à la connaissance. À nous d'accompagner les réseaux, les territoires, dans la réalisation d'un diagnostic partagé, ça a été évoqué ce matin comme piste, solide, et de leur fournir les ressources et les opportunités pour se transformer. La feuille de route est un cap, vous propose des ressources partagées au service de cette ambition. Voilà la première partie de l'introduction contextuelle. On va dire maintenant on va rentrer dans le cœur. Fabienne, si tu veux vous donner quelques mots sur cette feuille de route. Donc cette feuille de route que nous évoquons depuis ce matin et dont vous avez été destinataire est avant tout le fruit d'un travail vraiment collectif de réflexion partagée, bien sûr en conseil académique des savoirs fondamentaux, mais ce conseil académique se nourrit des travaux, des réflexions et des recherches tout au sein de l'académie et au sein de nos territoires. Elle nous fédère, elle nous engage, on va voir dans quels axes de travail, mais surtout je crois qu'il faut retenir que son objectif c'est d'impacter le cœur de la classe et d'être au plus près des élèves pour répondre vraiment aux besoins identifiés de nos élèves. Donc cette feuille de route, elle est née, si vous l'avez parcourue, consultée, vous l'avez vue, elle naît d'un diagnostic fin des compétences des élèves de l'académie, de la maternelle jusqu'au lycée, bien entendu, parce qu'on évoque depuis ce matin le parcours de l'élève, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Ce diagnostic fin, il s'est appuyé évidemment sur les évaluations nationales à tous les niveaux où celles-ci sont déployées, mais également sur des observations, sur la recherche, sur les travaux de Sylvain avec son équipe. Et le constat, finalement, que nous pouvons partager, quel est-il ? Il est celui de compétences en réussite. On le dit depuis ce matin, l'Académie de Grenoble a des élèves qui réussissent mieux que le national, y compris en éducation prioritaire ou éducation prioritaire renforcée. Mais néanmoins, il nous reste encore des axes de progrès, notamment dans des champs que nous voudrions partager avec vous, c'est-à-dire d'abord la maîtrise lexicale, l'affluence de lecture, la compréhension de l'écrit, la compréhension de l'oral, la maîtrise des nombres décimaux, la résolution de problèmes. Ce sont les points que l'on a identifiés comme étant moins en réussite chez nos élèves. Or, ce sont toutes des compétences qui sont porteuses de fortes inégalités sociales et scolaires. Elles sont fortement discriminantes. Et on observe bien des différences majeures entre des élèves scolarisés en éducation prioritaire, même si on les fait progresser, et l'Académie de Grenoble enregistre de réelles réussites des élèves scolarisés en éducation prioritaire. Néanmoins, il faut vraiment avoir à l'esprit, surtout dans des classes qui sont hors éducation prioritaire, que ces compétences-là, elles sont très clivantes pour les élèves. Donc c'est extrêmement important que nous partagions et que nous prenions peut-être le temps de définir ce que sont les fondamentaux que l'on évoque. Un choc des fondamentaux, a dit Monsieur le ministre. Bon, les fondamentaux sont avant tout, me semble-t-il, un enjeu pour construire sa personne, pour devenir,
pour accéder au plaisir d'apprendre. On parle beaucoup de processus cognitif depuis ce matin, mais l'enjeu fort, c'est apprendre toujours plus et avec plaisir. C'est ça que les fondamentaux portent. Bien sûr, sont des outils au service de la compréhension du monde, de son analyse, de l'action sur le monde, mais ce sont aussi des outils qui permettent d'interagir, c'est-à-dire d'exprimer une pensée, de comprendre la pensée de l'autre, d'entrer en relation. C'est en ça que ces fondamentaux sont si importants. Et je pense que M. Tricot, ce matin, a posé un élément central que je reprendrai volontiers, c'est prend-on le temps avec les élèves d'expliciter les enjeux de ces fondamentaux. Au-delà des tâches à réaliser, je ne reviens pas sur les propos qui ont été tenus, donc il semble important pour que nos élèves gagnent en sécurité affective et puis en estime bien sûr d'eux-mêmes. Alors, autre point me semble-t-il important de partager, les fondamentaux sont souvent réduits à des compétences instrumentales. Or, on a bien saisi depuis ce matin, et je sais que vous en êtes convaincus, que ça serait appauvrir l'ambition que l'on porte pour nos élèves. Ce ne sont pas que des compétences instrumentales. Celles-ci sont au service d'enjeux ambitieux. Je vais prendre un exemple, celui de l'affluence de lecture. Bon, on peut entraîner, et il faut entraîner nos élèves à être de plus en plus fluents pour gagner en automatisme. Certes, mais si on a des pratiques pédagogiques qui consistent à décorréler cela du but de la compréhension, c'est-à-dire accéder, du but de la lecture qui est d'accéder à la compréhension et pouvoir interpréter un texte, eh bien on passe à côté de l'enjeu réel pédagogique. Donc on peut les entraîner, mais si en même temps on n'entraîne pas leur compréhension et si on ne donne pas le sens, pour le coup, à la tâche de lecture fluente, eh bien on passe à côté du but. Voilà, c'était un point que je souhaitais poser. Merci pour cette explicitation justement des fondamentaux. Alors, en quoi la feuille de route donne à la fois un cap et des solutions ? Bon, le cap, il est clair, on l'a dit, pour tous les élèves acquérir les fondamentaux. Pour y parvenir, ça suppose un certain nombre de choses. Identifier, diffuser, partager largement les pratiques efficaces et équitables. S'appuyer sur un enseignement qui est un enseignement explicite. C'est analyser aussi les causes de la difficulté scolaire et puis de la difficulté d'accéder aux apprentissages de certains élèves. C'est recourir à des médiations scolaires, ça Sylvain est le grand porteur de cela dans l'académie, et c'est soutenir des élèves qui connaissent les troubles des apprentissages. Donc comment en s'appuyant, l'académie a montré depuis ce matin, Madame la rectrice, les DAZEN, voilà, les points de force de l'académie, c'est la recherche, avec notamment Apprenance, mais aussi Pégase. C'est le développement d'une formation transversale dans un esprit de développement continu de ces compétences. C'est une structuration spatiale en réseau au plus près des besoins des élèves. Et puis c'est une action à tous les niveaux, bien sûr, de l'école et de tous les cadres de l'académie. Merci Fabienne. Alors pour illustrer ces solutions qui viennent d'être évoquées, on peut peut-être rappeler, Sandrine, sur ce qui s'est fait l'année dernière déjà. On a amorcé ce travail en réseau dans le cadre du cycle 3, puis après on reviendra sur les perspectives d'accompagnement. Oui, pour cette rentrée, le collège poursuit des évolutions visant à sécuriser le parcours de l'élève en renforçant la continuité des apprentissages au sein du cycle 3. Donc une nouvelle 6e se met en place avec 1 heure de soutien et d'approfondissement. Et le dispositif Devoir fait devient obligatoire pour tous les élèves de 6e. Alors dans ce contexte, dès le printemps dernier, nous avons proposé une formation intercatégorielle et interdegré dans chacun des réseaux de l'académie. Donc elle a concerné les copilotes de réseau, les principaux de collège, l'inspecteur de circonscription, et aussi des conseillers pédagogiques et des enseignants du premier et du second degré. L'objectif étant que chacun puisse s'approprier les enjeux des évolutions du cycle 3
et s'engagent collectivement dans une évolution de pratique. Je peux rappeler rapidement les 3 thématiques que nous avions retenues. Donc il y avait d'abord l'exploitation des résultats des évaluations nationales pour mieux identifier les causes de la difficulté scolaire. Un atelier a également porté sur l'articulation entre le travail qui sera conduit sur cette heure de soutien-approfondissement en groupe de besoins et le travail effectué en classe entière, articulation pour renforcer l'acquisition des fondamentaux. Et enfin, les équipes ont réfléchi à une mise en œuvre d'un travail personnel de l'élève efficace, que ce soit dans ou hors la classe. Merci. Alors, parallèlement, Mohamed, il y a une existence d'un GT cycle 3 qui produit des ressources. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Été conduit l'an passé, il y a un groupe de travail académique composé à la fois d'inspecteurs du premier degré, du second degré, de chefs d'établissement, de formateurs, que je remercie très sincèrement pour la qualité des échanges que nous avons eus tout au long de l'année, qui a engagé une réflexion sur les pratiques efficaces et équitables, mais une réflexion également avec l'idée de produire des outils pour accompagner les enseignants, les pilotes, dans le déploiement de l'heure de soutien ou d'approfondissement. Alors ces outils, nous les avons voulu les plus efficaces possibles. Vous savez qu'il y a des ressources, pléthore de ressources sur Internet. Nous avons essayé d'être le plus synthétique possible avec cette idée de construire des outils très simples en mathématiques, en français. Donc, pour donner un exemple, en mathématiques, il y a un document qui a été déposé sur l'espace Rezana, dont je vais vous parler juste après. Dans ce document-là, on cible les domaines d'apprentissage en mathématiques, les difficultés que les élèves peuvent rencontrer en mathématiques, et nous proposons des ressources pour accompagner les équipes dans ces domaines-là. D'autres documents ont été produits, notamment en lien avec l'évaluation. Effectivement, la question de l'évaluation va se poser au moment d'évaluer les élèves dans le cadre de cette heure de soutien ou d'approfondissement. Les questions qui vont se poser, c'est à quel moment j'évalue, quel type d'évaluation je vais mener, comment je vais faire pour que les élèves s'approprient réellement l'évaluation et en fassent un outil de progrès. C'est une question centrale. Je rappelle juste que le sens étymologique de l'évaluation, c'est donner de la valeur à une production, donner la valeur à quelque chose. Et donc, nous avons réfléchi et puis estimé qu'un carnet annuel de sessions pourrait être un outil intéressant et dans lequel les élèves formuleraient les constats de leur progrès. Donc, outre ces documents, ce groupe de travail a produit un petit mémo qui reprécise les finalités du conseil de cycle 3, du conseil école-collège. Comment on articule finalement ces deux instances, conseil de cycle 3, conseil école-collège. Quelle programmation il est possible de mener? Et surtout, comment on peut mobiliser le conseil de cycle 3 pour en faire un objet de réflexion dans la constitution des groupes, dans l'analyse des résultats, aux évaluations, dans la diffusion de ressources en lien avec les pratiques efficaces et équitables, comment on peut utiliser le cycle 3 pour reconfigurer nos groupes. Donc effectivement, des outils autour aussi de ce conseil de cycle 3. Alors tous ces documents-là sont disponibles sur l'espace Rezana, qui est ouvert, un espace Rezana commun, premier, second degré, ouvert aux chefs d'établissement, aux inspecteurs du premier degré et aux inspecteurs du second degré. Donc ce qui m'a été dit hier, c'est qu'effectivement tous les membres qui ont été identifiés en 2023 ont dû recevoir un mail d'invitation. Donc vous pouvez d'ores et déjà accéder à cet espace. Et pour les personnels entrant dans l'académie, vous aurez très prochainement ce mail d'invitation. Donc c'est véritablement un espace de mutualisation qui a vocation à être enrichi et accompagner chacun d'entre vous dans le déploiement de ce dispositif. Merci Mohamed pour cette proposition de ressources. Et donc sur l'acquisition des fondamentaux, Fabienne, on a aussi deux plans qui sont implantés dans chaque territoire depuis plusieurs années. Il s'agit du plan maths et du plan français dans le premier degré, sous la forme de constellation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, puisqu'effectivement, dans le cadre du second degré, on va aussi s'inspirer de ces formats de formation?
Alors en effet, les plans mathématiques, j'en profite pour saluer Sandrine Picard pour le plan mathématique et puis aussi Sylvie Malek et Christophe Lessitry pour les plans français et mathématiques. Déjà, ce que l'on peut partager, c'est qu'ils ont initié, maintenant enrichi du plan maternel porté par Odile Grumel dans notre académie. Ils ont été porteurs finalement d'une refondation, si on peut dire, de la formation, qui est vraiment une formation horizontale et qui répond tout à fait au processus qui a été décrit ce matin d'identification d'une problématique au local dans une constellation, on va dire, de 8-10 enseignants et accompagné par un père expert qui va réfléchir à la meilleure réponse possible au local. Donc ils illustrent parfaitement voilà, le propos d'André Tricot de ce matin. Ces constellations vont... alors, on a travaillé dans les deux plans finalement sur deux axes majeurs. D'abord, former tous les formateurs référents des plans français et mathématiques, et c'est en cours grâce à Sylvain aux pratiques efficaces et équitables pour que les formateurs soient aussi, eux, armés pour porter cela. Et puis, un autre axe auquel nous tenons beaucoup et qui répond aussi à la nouvelle 6e, ce sont des constellations interdegrés qui sont nourries à la fois par les laboratoires de mathématiques que portent Sandrine et Christophe, ou qui vont pouvoir se nourrir justement au plus près des réseaux territoriaux de l'académie. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors justement, Sandrine, comment dans le second degré, tu prends la balle au bon, si j'ose dire, et puis tu essayes de déployer ces constellations? En effet, les réflexions que nous avons engagées au printemps dernier vont se poursuivre en français et en mathématiques dans le cadre d'une offre de formation dédiée qui associera des professeurs du premier degré et des professeurs de collège. Ces heures de soutien et d'approfondissement complètent des dispositifs existants, tels que l'accompagnement personnalisé ou devoir fait, mais n'en sont absolument pas des redondances. Il ne s'agit pas non plus d'une heure supplémentaire de cours ordinaire, Patrice Gros l'a rappelé déjà ce matin. Et on attend bien des enseignants qu'ils mettent en œuvre une pratique différente et spécifique. Alors, en mathématiques, tous les enseignants qui interviennent sur cette 26e heure vont bénéficier sur cette première période d'une journée de formation. Ce sera l'occasion d'insister sur les singularités de cette heure et de réfléchir à des pistes de mise en œuvre, notamment à partir de ressources et d'activités de classe qui sont davantage familières aux collègues du premier degré, en tout cas pour ce qui est des heures de soutien. De plus, dans chaque réseau, un IAIPR de mathématiques et un formateur seront référents, et en collaboration avec l'inspecteur de circonscription, nous envisageons donc d'engager un travail filé sur l'année avec les équipes, donc au sein d'un collectif qui pourra prendre la forme justement d'un laboratoire de mathématiques du cycle 3. Nous prévoyons également de mettre en place quelques observations croisées de certaines séances de soutien ou d'approfondissement, en commençant peut-être cette année par une moitié de réseau. Pour ce qui est du français, nos collègues IAIPR de lettres ont réfléchi à un plan de formation adapté. Donc il y a 3 champs qui ont été identifiés: lire, dire et puis écrire, maîtriser la langue. Alors, des ressources académiques ont déjà été diffusées et sur cette première période, les enseignants disposent déjà de pistes concrètes de séances concernant la compétence lire et comprendre en réponse aux besoins qui seront repérés par les évaluations nationales. Ces ressources vont être complétées par des ressources spécifiques portant sur des activités qui permettent de renforcer les compétences orales. Et par ailleurs, vous pourrez également inscrire vos équipes à une FIT qui s'appelle « Soutenir et partager la lecture en établissement ».
Voilà, enfin 3 parcours de formation qui vont s'échelonner sur les 3 années scolaires à venir ont été mis en place avec une offre de places suffisante pour chaque enseignant et un temps d'essaimage dans les équipes. Alors, à titre d'exemple, l'un des parcours s'appelle « La maîtrise de la langue en compétences rédactionnelles », puisque, comme on l'a déjà dit, écrire est une priorité nationale et académique. Donc, c'est un parcours qui va cibler particulièrement le cycle 3 à travers des activités centrées sur l'échange avec les élèves, l'explicitation, la posture réflexive et le retour sur l'erreur. Et pour être donc tout à fait complet sur cette partie accompagnement de la feuille de route, nous avons également prévu des temps de formation des pilotes sur ces pratiques efficaces et équitables. C'est donc dans cette optique que nous allons proposer une journée de séminaire à l'ensemble des copilotes de réseau le 3 octobre prochain à Yenne, en intercatégoriel, une journée de travail et d'approfondissement sur ces pratiques pour vous permettre de structurer collectivement un déploiement, un accompagnement adapté à vos contextes de réseau. Au-delà de ce premier temps, plutôt centré sur les copilotes et les cadres, il s'agit bien pour nous, vous l'avez compris, de s'engager dans une pluriannualité d'accompagnement, de formation au sein de chaque réseau pour sensibiliser, former l'ensemble des équipes enseignantes à ces pratiques, bien sûr en l'articulant avec objectif de ne pas sortir les profs de devant leurs élèves, puisque c'est une priorité nationale. Alors, on a jusqu'à présent beaucoup parlé du premier degré, du collège, mais vous le savez, cette feuille de route des savoirs fondamentaux, elle se décline sur l'ensemble du parcours des élèves. Alors, en voie professionnelle, quel constat sur le rapport au savoir et aux apprentissages des élèves, et en conséquence, quelle déclinaison de cette feuille de route sur la voie professionnelle? Agnès, tu peux nous en dire quelques mots? Bonjour à toutes et à tous. Madame la rectrice a annoncé ce matin la tenue à venir d'un séminaire de la voie professionnelle. Donc on va se focaliser sur cette intervention, sur l'acquisition des savoirs fondamentaux qui sont en fait aussi un levier pour nos élèves de lycée professionnel. On ne s'arrête pas à la fin du collège. Dès l'entrée dans le cycle professionnel, les élèves de CAP et de baccalauréat professionnel bénéficient de tests de positionnement. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Ce levier-là, il faut qu'on aide les enseignants à le mobiliser, à l'analyser et à l'exploiter collectivement. On a vraiment besoin que les enseignants s'appuient sur les résultats de ces tests de positionnement dès le début du cycle de formation. Ils ont des résultats très vite, ils en sont informés rapidement, les familles, les équipes peuvent travailler ensemble. Pour commencer, on a un cadre de travail, c'est celui de la consolidation. Elle se met en œuvre en français et en mathématiques. On a aussi des groupes à effectifs réduits. Ça, c'est la réforme de la voie professionnelle qui fait écho à la transformation de la voie professionnelle, qui peuvent être organisés en français et en mathématiques sur la base des résultats à ces tests et en fonction de la progression de chaque élève. On a bien compris, tout au long de la journée, que la réduction des effectifs ne conditionne pas à elle seule la qualité de l'enseignement au sein de la classe. En fait, cette réduction d'effectifs, elle nous permet, nous, d'avoir un enseignement adapté aux besoins de chaque élève. Elle donne des meilleures conditions pour avoir une pédagogie plus différenciée et des interactions avec les élèves de manière plus singulière. L'exploitation et l'analyse des résultats des tests n'est pas réservée uniquement aux enseignants du domaine du français et des mathématiques. En fait, on doit embarquer toute l'équipe enseignante pour avoir un accompagnement personnalisé qui soit issu d'une analyse collective. Et puis on n'a pas que la consolidation, on n'a pas que les effectifs restreints, on n'a pas que l'accompagnement personnalisé. En fait, au cœur de chaque discipline, on va intégrer ces éléments. L'acquisition des savoirs fondamentaux, elle ne s'arrête pas au seuil du collège, elle se prolonge après, peut-être elle se conforte, peut-être elle se consolide, voire elle se rattrape. Les chiffres nous le disent. En début de seconde professionnelle, 60% des élèves présentent une maîtrise satisfaisante des domaines évalués en français et 30% en mathématiques. En voie générale, on a des taux qui sont respectivement de 94% et 80%. Donc peut-être que plus encore que pour les lycéens des voies générales et technologiques, on a besoin, l'élève de lycée professionnel a besoin de maîtriser les langues, les langages, il a besoin de disposer de méthodes et d'outils efficaces pour apprendre. Et puis, on doit réaffirmer encore et encore que la culture du socle concerne également les lycées professionnels et que l'on se doit de garantir la maîtrise des attendus du cycle 4.
Merci pour cet éclairage sur la voie pro. Cynthia, qu'est-ce que tu peux nous dire du prolongement de la feuille de route des savoirs fondamentaux en lycée général et technologique, justement? En lycée, donc je listerai 4 éléments qui me paraissent particulièrement saillants donc, pour des pratiques efficaces au lycée. Tout d'abord, la mise en place d'une évaluation standardisée en français et en mathématiques en mois de septembre 2022 qui permet aux enseignants de disposer d'un outil de diagnostic partagé et standardisé des compétences de chaque élève et donc d'accompagner le pilotage pédagogique des établissements. Donc cet outil n'est pas exhaustif, évidemment, parce que les enseignants ont une expertise d'observation et ils peuvent déjà avoir des éléments pour définir les besoins des élèves. Ces évaluations viennent compléter le regard de l'enseignant et articuler également les compétences donc, du livret scolaire unique. Donc les résultats de ces évaluations visent un accompagnement au plus près des besoins de chaque élève. Et en lien, donc point numéro 2, en lien avec ces évaluations standardisées, l'Académie a mis en place un groupe de formateurs à part, accompagnement personnalisé, accompagnement renforcé, piloté par un collègue IEN, ETEG-IO et un collègue IAIPR, justement qui permet de se servir des résultats de ces évaluations-là pour pouvoir déterminer les besoins et pour pouvoir proposer un accompagnement efficace pour ces élèves-là. Un troisième point, il serait certainement utile et nécessaire de réactiver et redynamiser en quelque sorte les liaisons collège et lycée après ce temps où la période de la Covid a ralenti l'élan que nous avions connu avant. Donc pour donner une connotation pédagogique à ces liaisons collège et lycée. Et en dernier point, notre école faisons-la ensemble, mais on en a déjà tellement parlé que ce n'est plus la peine que je continue. Peut-être un petit rappel, le corps des inspecteurs est là et à votre écoute pour vous accompagner, pour monter les projets les plus finement possible. Alors tu as surtout évoqué les pratiques efficaces, si j'ose dire. Qu'en est-il de la partie équité sur le lycée général et technologique ? Alors, la poursuite du travail donc, autour de l'évaluation et la mise en place du projet d'évaluation du lycée l'année dernière a déjà mobilisé les équipes vers une réflexion sur la moyenne, la valeur de la moyenne et surtout à proposer une évaluation lisible, équitable et juste. Donc au cours des travaux dans les lycées et puis lors du groupe de travail, la place de l'erreur a fait son chemin. L'erreur est une étape de l'apprentissage. Et donc les équipes doivent se pencher quelle est la place de l'erreur au moment de la constitution des moyennes. Et donc, cette prise de conscience de l'utilité de l'erreur, en quelque sorte, a amené à une réflexion autour non plus de la logique de la moyenne, mais on essaye d'aller vers une logique de positionnement, donc qui prenne en compte l'évolution et les progrès des élèves au fil des apprentissages. Et il y a des classes qui expérimentent ça, donc au niveau de l'académie, et le collège des inspecteurs a construit un livret d'accompagnement, un outil d'aide à l'évaluation des compétences disciplinaires adossé au livret scolaire du lycée. Et donc l'actualisation du projet d'évaluation que nous pouvons attendre et effectivement qui est à l'ordre du jour pour cette rentrée permettra certainement au sein de chaque lycée d'être au service d'une plus grande équité. Et les règles de prise en compte de la constitution des moyennes doivent être claires, explicitées, transparentes, et elles doivent être partagées au sein de la communauté éducative. Donc,
certainement, le projet d'évaluation et sa réactualisation au sein de chaque lycée est un pas important vers cette équité et cette réflexion-là doit être le fil rouge du travail tout au long de l'année du lycée. Peut-être pour prolonger la réflexion, Fabienne, un éclairage sur la relation enseignant-évaluation et évaluation-élève, notamment à travers ton expertise du premier degré. Oui, on pourrait peut-être, au fond, s'interroger sur la relation que les élèves entretiennent eux-mêmes avec les évaluations. Sont-elles bien un levier, finalement, des apprentissages pour eux? Et puis, à quelles conditions peut-on en faire une véritable clé pour que l'élève saisisse ce qui lui reste à apprendre, mais surtout, comment il va faire pour l'apprendre. Et finalement, on pourrait collectivement s'interroger sur l'impact que les évaluations ont sur le climat scolaire. Et c'est peut-être quelque chose qu'on va moins chercher ou moins interroger collectivement. Alors pour prolonger, comment on peut se servir de l'expertise de la voie professionnelle qui a travaillé depuis des années sur cette notion de contrôle en cours de formation pour faire évoluer ce rapport à l'évaluation de nos élèves, mais aussi de nos enseignants, et peut-être rasséréner les familles, notamment au moment de Parcoursup. Agnès? En effet, dans la voie professionnelle, on combine deux types d'évaluation, l'évaluation ponctuelle en fin d'année avec un sujet national, des corrections académiques, et ce qu'on appelle le CCF, le contrôle en cours de formation. En fait, le contrôle en cours de formation, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, il y a des formes différentes selon les disciplines, mais on parle parfois de CCF continué, on parle dans d'autres cas de situation d'évaluation. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'en fait, c'est l'enseignant de l'élève ou l'équipe enseignante de la discipline qui va évaluer un élève qu'il a observé et qu'il a suivi. Lorsqu'on a des épreuves qui intègrent la formation en milieu professionnel, on a même le tuteur en entreprise qui est associé à cette évaluation. Le principe, c'est que l'élève est évalué lorsqu'il est prêt. Il n'y a pas de surprise pour lui. Il est informé des évaluations, des modalités dès le début du cycle et tout au long de l'année de son propre positionnement. Nos diplômes, désormais, doivent être révisés tous les 5 ans. Ils doivent être écrits en bloc de compétences. Ça veut dire que la compétence, elle est tout le temps au cœur du processus de professionnalisation, de formation et de certification. Et on n'a pas que les compétences disciplinaires qui sont visées, mais on a également maintenant les compétences transversales qui sont de plus en plus présentes. Donc progressivement, on a un cadre de cette évaluation de contrôle en cours de formation qui oblige les équipes pédagogiques à faire évoluer leurs pratiques. Les professeurs s'emparent de grilles d'évaluation. Le LSL Pro est décliné en compétences. Il implique les enseignants et il oblige même à un suivi de l'élève. Et en fait, l'enseignant évaluateur doit déterminer un niveau d'acquisition de la compétence de chaque élève. Il s'appuie sur des critères d'évaluation, des résultats attendus. Il a à sa disposition des descripteurs pour chaque niveau d'acquisition. Il a en tête que le résultat obtenu par l'élève, ça n'est pas la moyenne de toutes les notes de l'année, mais c'est le niveau atteint à l'issue de la formation. Du coup, il est obligé de mettre en place une stratégie pour pouvoir évaluer l'élève tout au long de l'année, dans le cours normal de la formation. Il va s'appuyer sur les travaux de l'élève et il va aussi avoir recours, dans certains cas, aux entretiens d'explicitation. Dans les diplômes qui sont rénovés, on nous amène de plus en plus en interaction individuelle avec l'élève à rechercher, à déployer des techniques pour recueillir le plus finement possible la description de la tâche faite par l'élève. Donc ce qui nous paraît intéressant dans ce modèle, c'est l'articulation avec la formation. On a des outils de suivi qui se développent de plus en plus dans les disciplines. Ce suivi, il devient vraiment efficace s'il emmène l'équipe enseignante, si elle fait des points réguliers, si elle arrive à remédier et à différencier son enseignement. Merci pour ces témoignages. Merci à tous pour ce tour d'horizon sur cette feuille de route dont on voit qu'elle traverse très clairement et pleinement le parcours de l'élève. On voit bien aussi que les pratiques pédagogiques et la manière dont on envisage le rapport au savoir pour nos propres élèves impactent leur parcours de vie et leur parcours d'orientation. Alors justement, pour passer d'une orientation de délestage trop souvent présente dans notre école à une orientation choisie, éclairée, évolutive tout au long de la vie, la déclinaison de notre feuille de route académique sur l'ensemble des parcours scolaires d'élèves
dans chaque territoire, chaque école, chaque établissement, chaque classe, constitue à la fois un véritable cap qui doit être partagé par l'ensemble des cadres et des acteurs, et autant de possibilités d'expérimentation pour y contribuer collectivement. On vous remercie de votre attention.